Bonjour, aujourd'hui on revient vers vous avec un candidat très atypique puisque c'est un des tout premiers DRH de France. Pourquoi tout premier DRH de France? Parce qu'il est ministre de l'Éducation nationale, donc il y a du boulot en matière de ressources humaines. On est allé le voir aussi parce qu'il a été DRH dans une vie antérieure et qu'un jour on lui a donné un conseil, on lui a dit « Avant de faire de la politique, essaie d'avoir un métier ». On est avec Luc Châtel. Bonjour Luc Châtel. Bonjour David Abiker. On s'en souvient toute sa vie, parce que j'ai quand même passé 12 ans dans une grande boîte qui s'appelle L'Oréal. C'est très amusant parce que je suis rentré, je me suis dit, cette boîte, c'est pas fait pour moi. Il y a des gens, les gens ont la grosse tête, ils se la jouent, il y avait des moquettes épaisses. Et puis, je suis tombé sur une jeune femme qui m'a fait un entretien hyper décontracté, très sympa, me posant plein de questions sur moi, sur ma vie. Elle avait presque l'impression de s'intéresser à moi. Et quand on est candidat, en fait, on est hyper speed, on est hyper stressé. Et donc, quand on vous met en confiance, j'ai trouvé ça intéressant. J'ai été recruté. Donc c'est vrai que cet entretien m'a marqué. Le métier d'un DRH, c'est de détecter le potentiel humain qui existe dans une entreprise. Moi, je pars du principe qu'on peut obtenir le meilleur de chacun si on est capable d'aller le chercher, d'aller motiver les gens, de mieux les connaître, et puis de bien les orienter, c'est-à-dire de leur construire un parcours qui leur convient. C'est le boulot des DRH de mettre les gens en confiance, de leur expliquer ce qu'ils peuvent faire dans un parcours professionnel, puis d'aller détecter chez eux la qualité, le talent qu'il va falloir mettre en avant, et ensuite les gens peuvent se révéler comme ça. En général, les gens qui demandaient des temps partiels, c'était des jeunes femmes mères au foyer qui demandaient le mercredi pour s'occuper de leurs enfants. Moi, je suis allé voir mon patron, je lui ai dit, écoutez, je suis désolé pour vous, mais j'ai été élu conseiller régional le week-end dernier, vice-président de la région, Champagne-Ardenne, donc ça va me faire un tout petit peu de boulot. Voilà, donc j'aimerais concilier les deux activités, à la fois être élu dans ma région, pas très près de Paris, et puis en même temps, j'adore mon boulot, je suis père de famille, donc il faut que je continue à bosser. Donc on a convenu, il a été convenu à l'époque que je travaille 4 jours par semaine, j'ai eu un 4/5e. J'étais passionné de politique déjà au lycée, j'étais délégué de classe, moi j'ai collé les affiches de Giscard en 81, j'avais les posters dans notre chambre en 74, ça j'avais 10 ans. À l'université, donc j'étais président de syndicat étudiant, j'ai fait du syndicalisme étudiant, c'était dur à l'époque, donc j'avais envie de faire de la politique. Et il se trouve que Gérard Longuet, sa fille Tiffaine, était une de mes amies de fac. Et quand je lui ai dit, moi j'ai envie de faire de la politique, il m'a dit, écoute, oui, ok, c'est très bien la politique, mais je serai toi, je bosserai d'abord dans l'entreprise. Apprends un métier, voilà. C'est vrai qu'il y a une fois vraiment où j'ai poussé la porte de l'épaule, là. Plus exactement, quand je suis rentré dans le bureau du président de la République, je n'étais pas au gouvernement, et quand j'en suis sorti, je me suis dit, peut-être il y a une petite chance que j'y sois. Je suis allé le voir en lui disant, écoute, tu as été le président du pouvoir d'achat, il te faut maintenant un secrétaire d'État à la consommation. C'est un homme de conviction, donc il sait ce que c'est que défendre une idée, mettre des arguments sur la table, de manière courte, percutante. C'est-à-dire qu'il ne faut pas passer 20 minutes, d'abord il ne vous laisse pas parler. Hein, donc il faut... Moi j'avais répété 10 fois. Hein, allez, je m'étais fait vraiment un argumentaire hyper précis. Et je m'étais dit, bon, s'il me donne 1 minute, voilà ce que je dis. S'il m'en donne 7, voilà ce que je dis. Si j'en ai 20, voilà ce que je dis. Il m'a laissé parler, il m'a écouté. Voilà. Et j'ai senti dans son regard, il ne m'a pas dit oui, il m'a dit, en sortant, il m'a dit, écoute, je vais voir ce que je peux faire. Je me suis dit, là, j'ai instillé le doute. J'ai appris un truc de ma carrière dans le privé, très important. C'est ce qu'on appelle la saine inquiétude. C'est quand vous savez, c'est le syndrome du commandant de bord. Tous les clignotants sont au vert et vous crachez au milieu de l'Atlantique. Donc, quand tout va bien, il faut toujours se dire, ok, ça va pas mal, qu'est-ce que j'ai oublié? Qu'est-ce qui pourrait passer à l'orange? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour s'améliorer? Voilà. Moi, j'ai appris ça de mon parcours dans le privé. Voilà. Le pire, c'est de ne pas savoir. Le pire, c'est de ne pas avoir anticipé. Enseigner, c'est transmettre le savoir, et ça passe par la ressource humaine. Je veux dire, on ne peut rien faire sans le talent, le métier, la passion de nos enseignants. Aujourd'hui, les profs, malheureusement, on les a un peu trop laissés à eux-mêmes.
L'État les forme et puis on les abandonne un petit peu. On n'est pas capable de suffisamment les motiver, de leur donner des perspectives de carrière. Nous avons un rôle majeur que nous ne jouons pas suffisamment, c'est d'entretenir ce feu sacré en proposant aux professeurs des perspectives, en leur proposant des évolutions, en s'intéressant davantage à eux. Et je pense que le drame de l'éducation nationale depuis longtemps, c'est que ce ministère n'a pas été capable de montrer qu'il s'intéressait suffisamment aux joyaux de la couronne, c'est-à-dire les 850 000 profs qui existent, quoi. Ça a été effectivement très mal compris, sans doute mal expliqué. D'ailleurs, si c'est mal compris, ça veut dire qu'on n'a pas été bon dans l'explication, il faut le reconnaître. Si on veut améliorer le système, il faut mieux utiliser les professeurs qui sont titulaires remplaçants, donc qui attendent qu'on les appelle pour des remplacements. Mais avec ça, vous ne pourrez pas avoir 100% de taux de remplacement. Il faut une plus grande réactivité, donc il faut ce qu'on appelle des contractuels, c'est-à-dire recruter des profs à la demande, qui sont soit eux-mêmes professeurs, donc, soit des anciens profs, soit des étudiants en fin d'études, pour ponctuellement aller remplacer un prof. Bon, pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut évidemment passer une annonce, donc il faut aller voir les gens qui s'occupent de recrutement. Donc passer à Pôle emploi, d'ailleurs d'abord ça se fait depuis des années, donc ça m'a beaucoup amusé qu'on polémique là-dessus, parce que ça se fait depuis des années. Et ensuite, ce n'est pas aberrant qu'on aille voir les gens qui sont spécialistes du recrutement pour recruter ponctuellement un professeur contractuel. Je crois que dans les années qui viennent, il faut qu'on diversifie encore plus notre recrutement de professeurs. Il faut évidemment garder notre système actuel. On a besoin des meilleurs mathématiciens pour faire des mathématiques, on a besoin d'agrégés, et la transmission du savoir, c'est vraiment au cœur de notre métier. Mais en même temps, vous avez des gens formidables dans toute la société française qui seraient très bons pour transmettre le savoir, pour former les jeunes. Et donc, il faut qu'on soit capable de créer davantage de passerelles entre ces deux mondes. J'ai mis au point une formule. Ce ministère a moins besoin de grands soirs que de petits matins quotidiens. Tous les jours, ici, on fait des petites choses, de petits coups de clé qui font bouger les lignes, mais qui permettent de cranter. Et donc, vous avancez. Mais je ne crois pas à la baguette magique au grand soir. Non, mais ils ne s'intéressent pas assez à ce que je fais, ce qu'on fait. Je vais être très sévère, mais moi, j'aimerais que les journalistes s'intéressent davantage au fond, qui regardent comment on fait bouger les lignes dans ce ministère, comment on obtient des résultats. Voilà, c'est ça qui m'importe. J'ai eu de grands professeurs qui m'ont marqué. Un professeur de français qui était remarquable en première, le père Pifto, c'est un jésuite, qui malheureusement ne doit plus être de ce monde, mais et alors il nous engueulait régulièrement. Il nous engueulait en disant qu'on était des salauds. Je me souviens d'une phrase terrible, il nous avait dit un jour: on vous prend pour des saints, vous êtes tous des salauds. Patron du PSG, pas mal. Patron du PSG, pas mal, mais j'ai pas 40 millions d'euros. Voilà, c'est ça le problème. Oui, ça m'intéresserait. Le défaut que je n'ai pas la grosse tête, je pense. Ce qui en politique doit être assez rare. Si je fais de la politique, c'est que je crois en moi, donc je pense que j'ai beaucoup de qualités. Qu'est-ce qui me manque? C'est très difficile, votre affaire, là. Il me manque... Je sèche, là.